Salut, c'est Clément. Je suis avec Snipe, l'illustre de sa chaîne Snipe Ground et je suis content de l'avoir sur Curiosité parce que c'est un des, comment on dit ça, des patrons du game. C'est un des plus anciens, un mec qui était là avant tout le monde et du coup qui a cette expérience qui est unique parce que ça fait quoi, 10 ans de game en tout et pour tout. Il est là depuis toujours et du coup il a un regard unique sur ce milieu-là qui m'intéresse vachement. Et du coup on s'est rencontrés il y a quelques années, je l'avais contacté parce que du coup je voulais voir un peu qui était la personne et bon feeling, on s'est très bien entendu et du coup on s'est revus quelques fois. Et on a réussi à se caler pour cette petite vidéo qui me fait bien plaisir. Donc vous connaissez maintenant le concept, chacun notre tour on va se poser une question qui nous intéresse vraiment l'un sur l'autre et puis on part pour 30 minutes de curiosité. Et voilà, merci d'être là avec moi. Ouais, merci de m'avoir invité. C'est ton super canapé. Super Airbnb. Ça va, on est bien à l'aise, là, c'est cool, c'est confortable. Et du coup, je vais commencer par une première question. Et ma première question, qu'est-ce que j'aimerais savoir de toi? Je pense forcément, comme j'ai un ancien, le truc qui m'intéresse de savoir, c'est si tu pouvais prendre toutes ces années d'expérience et les résumer en un truc, un concept, le truc qui t'a... Peut-être le truc que tu gardes avec toi de toutes ces années, le truc qui vraiment te marque, où tu te dis, il y a ce truc-là que j'emmène dans la tombe, je suis content de l'emmener, Ouais. ce serait quoi? C'est une question un peu difficile. Enfin, c'est pas difficile, il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Le truc... Moi, je dirais de pas être en demande. Alors ça va paraître un peu basique comme ça, mais c'est pas si évident que ça finalement. Parce que c'est contre-intuitif. C'est le fait de ne pas en fait courir après en fait. De savoir un peu lâcher prise et de ne pas courir après ce qu'on veut. C'est compliqué en fait parce que on a un objectif, on veut sortir avec une fille. Surtout dans les relations avec les filles, je trouve peut-être plus qu'avec d'autres trucs encore. C'est plus on montre en tout cas à une fille qu'on la veut. Pas forcément plus on la veut, mais plus on lui montre. Et plus on a tendance à la faire fuir. Et ce qui est difficile, c'est pour ça que pour moi il y a un peu de comédie dans le game. Alors justement, on en reviendra un peu, on en discutera parce que toi, t'es très focalisé sur vraiment l'authenticité. Enfin, c'est vraiment le travail que tu fais, d'après ce que j'ai compris. Bon, on y reviendra. Mais c'est-à-dire que pour moi, ce qui m'a bloqué pendant longtemps, c'est justement peut-être de dire ce que je pensais ou d'avoir envie d'être sincère, d'être trop sincère des fois. Au début, en tout cas. Et puis après, on va voir. Enfin, je t'expliquerai, mais ça commence à changer. Mais moi j'ai commencé par dire ce que je pense, dire à une fille si je l'aime, bah essayer de lui dire que je l'aime. Si j'ai envie de sortir avec une fille, dire bah est-ce que tu veux sortir avec moi. C'est pas moi je suis parti de cette base là en fait. Et où forcément bah, quand tu veux quelque chose, ou tu veux sortir avec une fille, tu veux rentrer dans une interaction avec quelqu'un, bah tu t'ouvres ton cœur quoi. Et puis et en fait, il y a un principe psychologique qui est bizarre et qui est pas très sympa. C'est que enfin moi, ce que j'ai constaté, c'est quand une fille te connaît pas ou quand une personne te connaît pas et que tu lui dis que tu es intéressé par cette personne mais que la personne ne sait rien sur toi, elle a tendance à te rejeter, non pas parce qu'elle t'aime pas, mais parce elle connaît pas encore ta valeur en fait. Elle sait pas quitter, donc du coup elle voit pas pourquoi en fait elle t'accorderait même du temps en fait, puisque le temps, accorder du temps à quelqu'un, c'est déjà lui accorder de l'attention. Et du coup, ce que moi je trouve difficile à faire, et ce que je vois aussi dans les coachings, c'est le premier truc sur lequel je travaille avec les élèves, hein, parce que c'est le premier truc qu'on fait tous, enfin je trouve naturellement, inconsciemment, par exemple sur une approche. Le mec il aborde et tout de suite, par exemple, si la fille s'éloigne, il va avoir tendance à lui courir après. C'est-à-dire si la fille fait un pas en arrière, le réflexe qu'on a tous, que moi j'ai eu aussi pendant des années, la fille fait un pas en arrière, je fais un pas en avant. Au téléphone, par exemple au phone game c'est pareil, la fille répond pas, quel est le réflexe? Je lui renvoie un message. Je lui renvoie un deuxième message. Genre, on a tous envie de faire ça, c'est-à-dire qu'elle répond pas, qu'est-ce que je peux faire?
comment est-ce que je peux agir sur la situation. Et on se dit pas comment est-ce que je pourrais ne pas agir. Et on se dit pas peut-être que le fait de pas agir, ça pourrait être plus bénéfique que le fait d'agir parfois. Et ça, c'est un concept qui est lié au concept de frame, au concept de prix, au concept d'être le prix dans l'interaction, qui est un truc pas évident à comprendre au début, parce que bon, on se dit tiens, être le prix, comment est-ce que je peux être le prix si j'aborde une fille, parce que bon, si je l'aborde déjà, je peux pas être le prix puisque je suis en demande, puisque je vais vers elle. Donc, c'est tout ça en fait, et cette manière en fait de penser, j'ai remarqué aussi que elle était s'appliquait à d'autres domaines que la drague ou que la séduction, mais que c'était utilisé aussi en vente, en marketing, ou dès qu'il y a une interaction où moi je voudrais que la personne elle rentre dans mon univers, mais dès qu'on va vers quelqu'un, la personne a tendance à reculer. C'est comme dans la danse, si moi je fais un pas vers toi, toi tu auras tendance à faire un pas en arrière. Alors comment est-ce que je peux créer une interaction si à chaque fois que j'avance vers la personne, elle recule? Et si je me dis si la personne recule, c'est qu'elle veut pas de moi, c'est que je la repousse. Maintenant c'est parce que je l'étouffe en fait. J'étouffe en fait l'interaction en allant trop vers la personne. Et donc en fait, je crois un des concepts les plus importants, c'est la respiration. C'est-à-dire qu'une interaction, c'est comme de l'air. Il faut que ça respire, et donc il faut savoir se retenir en fait. Et pas tout le temps justement être comme ça serré sur le truc. J'avais vu une interview de Bigard il y a pas longtemps, donc il expliquait ses débuts aussi de galère. C'était une émission de télé, comment il avait galéré au début pour se faire connaître, etc. Il avait galéré et il se faisait rejeter tout le temps, et il dit j'ai tout fait pour réussir, ça marche pas, j'ai tout fait. Il allait voir je crois un psy qui lui a dit oui, t'as dit j'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est-à-dire, lâche un peu le truc, arrête de t'accrocher comme ça, lâche un peu et tu vas voir, ça marchera mieux. Et donc il a lâché. Du coup, ce concept de savoir accepter le non, savoir accepter que peut-être ça marchera pas, et ne pas chercher à tout prix à serrer comme ça, à dire je le veux, et ne pas laisser respirer. Voilà, bon, c'est peut-être un peu conceptuel là comme ça, mais c'est parce que c'est conceptuel, ça s'applique à beaucoup de choses aussi. Voilà, plus on est précis, plus c'est voilà. Je sais pas si j'ai répondu un peu à ta question. Cool. Voilà, enfin, mais après il y a des milliards, il y a plein de choses aussi qui sont importantes, mais ce concept d'attraction, il est vraiment super important. Ok. À toi. Donc à moi de te poser une question. Alors moi la question c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire d'aider les gens, d'aider les mecs, je sais pas, voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui? Ce qui m'a donné envie. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Je pense que le premier mouvement, c'était déjà moi envers moi-même. C'est-à-dire que j'étais hyper dépressif pendant 10 ans. J'ai mon père qui s'est suicidé à 12 ans. J'étais déjà un peu obsédé par la mort depuis probablement le Roi Lion. J'avais toujours ce questionnement de qu'est-ce qui peut me rendre... Alors au début, c'était pas qu'est-ce qui peut me rendre heureux, c'est qu'est-ce qui peut me rendre moins malheureux. J'avais ce questionnement comme ça. J'ai fait des années et des années de recherche, de tester des trucs, d'essayer de comprendre quels sont les leviers qui jouent sur la dépression. Et quand j'ai réussi à m'en sortir, alors au début, j'ai commencé à m'intéresser à la séduction, à lire des trucs parce que j'avais eu une rupture. Et la séduction m'a amené vers le développement personnel. Et là, j'ai découvert des trucs, notamment Tony Robbins, qui m'ont fait sortir de la dépression en 6 mois. Et du coup, le premier mouvement, c'était « Ah ben putain, il faut que j'aide, il faut que je retransmette parce que moi, j'ai perdu 10 ans. Et peut-être qu'il y a des mecs qui peuvent perdre que 6 mois ou que 1 an. » Et du coup, c'était le premier mouvement de me dire « J'ai envie d'aider les gens à ne pas galérer comme j'ai galéré au niveau du bonheur. » Et du coup, j'avais lancé un projet qui était vraiment centré sur le bonheur. Et j'ai un pote qui m'a dit, tu peux pas réussir en vendant comment être plus heureux, c'est pas assez spécifique, ça n'intéressera pas les gens, ce sera trop large, il faut que tu prennes un positionnement plus spécifique. Et je me suis dit, moi ce qui m'a motivé à faire le taf pour mon développement personnel, c'était la séduction. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre de la séduction pour travailler sur le bonheur, le bien-être, la force intérieure, etc. Je vais rentrer dans le biais de la séduction à fond. Et en même temps, ça m'intéressait parce que j'avais envie de pouvoir mieux séduire, de pouvoir avoir des filles qui me plaisaient, de pouvoir créer des relations fortes avec des filles qui me plaisaient vraiment.
Et du coup, les deux se sont mariés vachement bien, quoi. J'apprenais pour moi et en même temps, je retransmettais ce que j'apprenais. Et au final, je me suis pris au jeu et aujourd'hui, j'aime bien avoir cet angle d'entrée de la séduction pour aller vers autre chose. Ça donne une sorte de cadre qui me rend plus facile le travail que si je devais travailler sur le bonheur de quelqu'un qui est hyper large. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je pourrais sortir de la séduction, mais je choisis d'y rester dans ce prisme de départ parce que je me dis que c'est une super motivation pour faire que les gens se bougent le cul, quoi. Et c'est ça qui m'a amené Donc la séduction, tu penses que la séduction peut rendre les gens plus heureux, c'est ça? Finalement, est-ce que le fait de séduire, alors ça continue là, en prolongeant ta question, mais est-ce que le fait d'arriver à être plus séduisant peut rendre plus heureux à ton avis? Ce que tu dois faire ou est-ce que c'est pour juste devenir plus séduisant. Est-ce que c'est juste ce que recherchent les mecs finalement, un biais, c'est-à-dire que le mec il cherche d'abord la séduction, donc tiens je pose la séduction, ou est-ce que la séduction ça rend pas plus heureux aussi finalement? Est-ce que le mec qui est séduisant il est pas mieux dans ses baskets? Il y a ce et après il là, découvre d'autres trucs. mais pour moi c'est plus une conséquence de ce que je dois faire pour devenir séduisant. Je dois devenir plus capable d'agir, plus responsable, plus confiant, plus tout ça. C'est tout ça qui va avoir la conséquence de me rendre plus heureux. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les qualités en fait que tu développes pour être plus séduisant, qui sont les qualités recherchées par les femmes et tout, t'aident à te sentir mieux dans ta peau, parce que finalement, voilà, si t'es plus confiant, si t'es plus sûr de toi, voilà, finalement, t'es mieux dans tes baskets. Ouais, c'est ça. Mais si t'expliquais ça aux gens, si tu prenais cet angle directement, ça serait plus compliqué. C'est trop dur, c'est trop de trucs à faire. Trop large, d'accord. Ok, à moi. Alors vas-y. Alors, qu'est-ce que je voudrais savoir de toi? On en a déjà parlé un peu hier, mais je voulais aller peut-être un peu plus précisément sur quel a été le déclic pour toi. On parlait des NDE et tout ça. Qu'est-ce qui a été le moment pour toi où la peur de la mort s'est dissipée? Si tu pouvais zoomer sur un truc précis que tu as regardé, un témoignage précis qui t'a marqué ou quelque chose où tu t'es fait te dire c'est bon, j'ai plus peur de ça. Bon, ça c'est parce qu'on a eu une discussion sur la mort. Ouais, c'est pour ça. Bon, on a parlé, alors c'est un sujet, ça fait flipper certaines personnes. Sur zoomer sur les... Non, c'est parce que je t'avais dit en fait la manière dont tu... Moi à un moment donné je m'étais fait cette réflexion là et c'est pour ça que je t'en avais parlé. Je m'étais dit, parce que tu vois, on avait une discussion comme ça, je resitue le contexte. Tu me disais, voilà, moi je vis ma vie à fond, enfin j'ai envie de faire tous mes trucs et tout, machin et tout. Et je me suis dit, tu vis ta vie par rapport à la vision que tu te fais de la mort en fait. Ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que tu vis ta vie par rapport. On vit tous notre vie d'ailleurs par rapport à la vision qu'on se fait de la mort. Et forcément, si on se dit la mort c'est la fin de tout, il y a une urgence à vivre la vie. Et donc peut-être à être heureux aussi. C'est-à-dire que il faut que ça implique même ta vision du bonheur. Parce que si tu te dis la mort est la fin de tout, du coup, il faut absolument que tu sois heureux dans ta vie pour profiter un maximum de ta vie avant la fin. Parce que la mort est la fin. Je suis pas en train de dire il y a un truc après la mort. Je suis même pas dans le cadre de ces discussions. Je dis simplement que le fait dont tu vois la mort conditionne la manière dont tu vis ta vie. Et donc c'est hyper important d'être clair sur ce que tu penses de la mort. C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu penses que c'est la fin de tout? Est-ce que tu en es sûr? Est-ce que tu as pris le temps d'y réfléchir finalement? C'est-à-dire que souvent, parce que je trouve que souvent c'est un sujet qu'on est tellement... on pédale, on est dans sa vie et tout, et puis on prend pas le temps de se poser la question finalement. C'est-à-dire qu'à un moment on se dit ouais j'en sais rien, il y a les religions qui disent ça, je sais pas, et puis on évacue le truc, on se dit bon mais et très vite en fait on peut aller dans faut que je profite de la vie parce qu'après on sait pas ce qu'il y a et ça se trouve il y a rien. Et à un moment donné moi je me suis posé la question, je me suis dit oui mais attends est-ce que je vis pas ma vie par rapport à ça, et est-ce que vraiment est-ce que ça vaudrait pas le coup de se poser la question en fait, de prendre le temps en fait, et puis de mettre tout à plat aussi par rapport à toutes les religions, les spiritualités, parce que moi je trouve que c'est un gros bordel. Enfin moi personnellement je suis pas
Enfin voilà, moi je suis juif, mais je suis pas très croyant. Enfin, je crois pas trop dans les religions, les trucs. Enfin, je suis pas, j'ai jamais vraiment accroché au discours religieux. Je vois pas pourquoi en fait, dans ma tête, ça a jamais fité le fait qu'il y ait des religions différentes avec des croyances différentes. Pourquoi il y a 500 milliards de religions. Et puis quand tu fais du game en plus, tu rencontres des. euh, Je pense que le gamer, le player, c'est un des gars les plus ouverts de la Terre en fait. Parce que tu couches avec tellement de filles différentes et qui ont des cultures différentes, des nationalités différentes, qui viennent de pays différents. Et en fait, tu te rends compte, chaque personne, chaque fille, et tu rentres dans l'intimité aussi de la personne, c'est peu de le dire, mais pas seulement physique, mais aussi dans l'intimité enfin voilà, de sa vie. Et quand tu vas être intime avec une bouddhiste, avec une musulmane, avec une juive, avec une chrétienne, avec, je sais pas, avec une athée, en fait, après, tu te dis, mais attends, toutes ces personnes, c'est quoi le point commun? C'est que, bah, il y avait de l'amour, ou il y avait, voilà, il y avait quelque chose qui était central là-dedans, mais il y avait, c'était pas, ce qui m'a lié à cette personne, c'était pas quelque chose de religieux. Et tu te rends compte qu'il y a peut-être qu'il y a quelque chose qui est au-dessus, finalement, de tout ça. Tu sais pas trop comment l'exprimer, mais et à un moment donné, moi j'avais besoin de me dire attends, c'est quoi le bah voilà le point commun, enfin voilà qu'est-ce que moi je pense vraiment de tout ça en fait. Et du coup moi j'étais perdu un peu là-dedans et voilà, et donc j'ai fait des investigations et je suis tombé sur les j'avais déjà vu les trucs sur les expériences de mort imminente, les NDE, etc. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu tires une ficelle, tu sais, tu es sur Google, tu fais une recherche, et des fois, moi c'était comme ça avec le game, avec la séduction, parce qu'au début j'ai fait des recherches sur la séduction, et puis je me dis, oh putain, il y a ça, et puis tu découvres, il y a des milliards de trucs, et tu tires une pelote comme ça, il y en a tellement, et j'ai eu la même chose avec les NDE, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai commencé par une bête recherche Google, je suis tombé sur expérience de mort imminente, il y en a, alors je sais pas, pour résumer, en gros, t'as des millions de témoignages dans le monde depuis 72 où les gens expliquent que voilà, ils sortent de leur corps, ils voient une lumière, ils rentrent dans le tunnel. C'est un peu comme dans le film, je sais plus là. Enfin, il y avait un film comme ça. Enfin, il y a eu plein de films, mais tu vois, voilà. Et tu te rends compte que tout. Il y a des points communs à toutes ces expériences. Enfin, je veux dire, tu regardes les témoignages, donc tu as des centaines de milliers de témoignages sur YouTube de gens qui témoignent de ça. Ils ont eu un accident, ils sortent de leur corps, ils ont des décorporations, ils voient des trucs qu'ils n'auraient pas pu voir s'ils n'avaient pas pu être conscients, qui rapportent et qui sont vrais pendant leur phase de décorporation. Ensuite, ils montent dans un tunnel, ils sont inspirés, on leur dit que c'est par l'horreur, on leur dit. Il y a plein d'autres trucs, enfin, il y a plein de choses, donc il faut regarder ça. Et puis, et tu te dis, à un moment donné, moi je me suis dit, non, mais finalement, peut-être que la vie, c'est pas. Peut-être que la vie, c'est juste la vie, c'est pas forcément la fin de tout. Et. Et relax quoi. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si je meurs en fait. C'est-à-dire que c'est terrible. On se dit que c'est grave en fait. Et on vit avec cette urgence, avec cette gravité. C'est grave, c'est grave. Et d'ailleurs, il y a des religions où quand les gens meurent, ils font une fête. Nous, dans les religions occidentales, la mort, c'est le deuil, c'est terrible, mais il y a des traditions dans lesquelles, bah voilà, il part vers un nouveau monde. Et même les religions ne sont pas d'accord entre elles là-dessus. Moi, ce qui m'a parlé, c'est les NDE parce que c'est un truc scientifique et les scientifiques aujourd'hui savent pas trop quoi penser par rapport à ça. En tout cas, ils contestent pas le fait que ça puisse être possible. Et du coup, mais si tu te dis qu'il y a un truc après et que la mort, c'est pas la fin de tout, du coup, c'est pas grave. Et du coup, c'est pas grave de. Il y a moins de pression sur la vie. C'est pas grave de se planter. C'est pas grave de. C'est pas grave si ta vie c'est de la merde, tu vas pas mourir. Non, je rigole. Non, mais tu vois, parce que nous on a une pression en fait. Je pense qu'on a une pression aussi, ça rejoint un peu le bonheur. On a une pression pour avoir le meilleur statut social possible, pour être. Enfin, pour être le meilleur possible. Il y a une compétitivité inhérente. On est tous comparés les uns aux autres, comme ça, on se dit qu'il faut qu'on soit ceci, cela, etc. En fait, ça te décomplexe direct, hein. C'est-à-dire que, disons que la hiérarchie des valeurs telle que tu la vois, tu comprends qu'en fait, on vit dans un système, on vit notre vie par rapport à un système de valeurs qui est dicté par la société dans laquelle on est. Mais si tu changes
d'environnement et de système de valeurs, déjà sans changer de monde, hein, sans sortir, sans mourir, sans que ton corps. Mais même, en fait, si tu changes de système de valeurs, tu n'as plus la même valeur. C'est-à-dire que la valeur n'existe pas dans l'absolu, en fait. Ça, je veux dire. La valeur. Et peut-être que ce à quoi on attribue de la valeur, peut-être que c'est pas ça qui est vraiment important, en fait. Parce qu'on attribue de la valeur. J'ai un exemple, enfin, ça rejoint l'idée de la frame aussi. C'est-à-dire l'idée aussi d'être alpha, par exemple. Moi, j'élargis le sujet à la frame, qui est un sujet un peu au cadre et métacadre. C'est que, par exemple, quand on dit être alpha, tu peux pas être alpha. Être alpha, c'est dans un environnement donné, par exemple. Tu peux pas être dominant. Être alpha, c'est être dominant dans tous les environnements. Par exemple, moi j'aime bien prendre cet exemple, c'est-à-dire Zidane, je sais pas, ou un grand joueur de foot, j'aime bien prendre Zidane. Lui, il était alpha sur le terrain de foot, il est alpha. Il est dominant parce qu'il maîtrise, il est bon sur son domaine et tout, il est respecté, il a de l'autorité. Maintenant, Zidane, tu le mets à un concours de chercheurs de physique nucléaire, c'est la plus grosse merde que la Terre n'ait jamais imaginée. Parce que tu changes de référentiel et voilà, d'accord. Et Einstein, tu le mets sur un terrain de foot en Ligue des Champions, c'était sans doute une grosse merde aussi dans ce référentiel. Ça veut dire que la valeur qu'on a ou qu'on peut avoir, ou la manière dont on se note, ou tu te notes, ou tu te juges, ou on se juge, ou on est jugé par les autres, dépend clairement pas uniquement de nous, mais aussi du cadre dans lequel on est. Et du coup, c'est important de ne pas uniquement penser en termes de soi, mais en termes de dans quel cadre est-ce que je mesure ma valeur aussi. Puisque suivant le référentiel dans lequel on est, bah, la valeur change. Et est-ce que j'ai envie d'être dans ce cadre-là? Est-ce que moi, j'ai envie qu'on me juge par rapport à ce référentiel? C'est-à-dire que des fois, nous, on est jugé par rapport à des référentiels qu'on déteste ou qu'on n'aime pas. Si par exemple, toi, t'es nul au foot et qu'on te dit que t'es une merde, mais en fait, c'est peut-être le problème, c'est peut-être pas toi, c'est peut-être le terrain de foot, c'est peut-être que t'es peut-être pas en accord avec ça, quoi. Je veux dire, peut-être qu'il faut peut-être pas changer de toi, chercher d'être le meilleur possible au foot, mais peut-être changer d'environnement. Et peut-être que là, ta valeur d'un coup, elle va changer, et peut-être que les gens autour de toi, ils vont te voir différemment, etc. Ça veut pas dire qu'il faut pas. Alors après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais alors, c'est pareil, je rejoins un peu parce que toi tu me disais oui mais moi le fait de me dire que en fait il y a une fin et qu'il y a et ben ça me motive pour accomplir mes projets dans la vie. Et tu pourrais dire oui mais voilà, pourquoi tu dis pas au mec il est sur le terrain de foot, bah tu te défonces, tu travailles, tu progresses et ça va t'aider à être meilleur. Finalement le fait d'être noté, de te comparer, ça, oui, à condition que tu aies envie de ça en fait et que ça soit pas conditionné par les autres. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi je suis complètement d'accord avec le fait que il faut réaliser ses projets, il faut progresser, il faut s'améliorer et ça c'est cool et on est toujours content quand on accomplit des trucs, mais à condition que en fait pour moi ce qui est sain c'est quand c'est toi qui l'as choisi en fait. C'est pas l'environnement qui l'a choisi pour toi. C'est pas les autres qu'on défini que t'étais nul au foot et qu'il fallait que parce que et si c'est toi qui as choisi le foot, oui, alors là d'accord, mais il faut pas que tu subisses le cadre en fait. C'est-à-dire il faut choisir sur quel terrain tu as envie de jouer, pas uniquement de progresser sur un terrain. Et quand je te dis par exemple, quand tu me dis, quand je te dis par rapport à la vision de la mort, c'est une frame aussi. C'est-à-dire, est-ce que tu veux être meilleur dans ta vie pour toi, parce que tu le fais pour toi, parce que tu penses que ce que tu fais c'est bien, et parce que tu as choisi ça, ou est-ce que tu le fais par rapport aux autres pour faire plaisir à, j'en sais rien, à d'autres personnes, tu vois. Et pour moi, il y a une manière qui est saine et l'autre qui l'est pas en fait. Et pour en venir à la vie après la mort, bah, enfin, tu vois, t'es pas obligé, tu peux te dire, tu peux très bien accomplir des. Par exemple, ce qu'ils disent dans les NDE, ce qui revient, c'est que ce qui est important sur la Terre, c'est pas, enfin, ce qui est important dans la vie, c'est plus la relation à l'autre. Donc ça tombe bien, puisque toi tu fais de la relation à l'autre, moi aussi, quelque part. Mais c'est, voilà, comment tu te comportes vis-à-vis des autres, qu'est-ce que tu apportes aux autres. Voilà, est-ce que en gros t'as laissé la terre mieux par ton passage ou moins bien, tu vois. Quel a été ton impact, non pas par rapport à toi, ton évaluation sociale qui voilà ça parce que ça tu vas la perdre hein, quand tu vas sortir de cette frame en gros tu dirais que tu ne pars pas avec ton argent, tu ne pars pas avec ton physique, tu ne pars pas la trace, quelle trace tu laisses, c'est la relation c'est les relations que tu as eues aux autres. Si tu as été une bonne personne, par exemple, ça va rester sur
c'est l'impact que tu as eu sur les gens. Par exemple, des gens qui écrivent des bouquins, peut-être Tony Robbins, il va mourir. Mais l'impact qu'il aura eu sur les gens, s'il a eu des impacts positifs, ça va rester. Par contre, son argent, il ne va pas le récupérer, mais l'impact qu'il aura eu, oui. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va rester finalement? Bon, après tout ça, moi je suis pas. Enfin, chacun croit ce qu'il veut, parce qu'après, tes croyances, le problème, c'est que c'est un sujet identitaire et que voilà, c'est le mec qui a une religion, il va dire non, moi j'y crois pas, parce que ça, et moi je dis, crois en ce que tu veux, mais est-ce que ça vient de toi? Est-ce que tu y as réfléchi toi-même ou est-ce que ça vient des autres? Est-ce que tu as pris la peine d'y réfléchir? Et souvent, le truc, c'est qu'on ne prend pas la peine de se poser et d'y réfléchir et d'y penser et se dire oui, ça c'est comme moi, comment je pense moi vraiment. En fait, voilà. C'est un peu. Bon, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Certainement. J'ai mis la réponse de 30 minutes, tu sais. Maintenant, il reste 11h03. Il nous reste moins de 3 minutes. Non, mais tu peux continuer, vas-y. Donc, c'est à moi de te poser une question, c'est ça? Du coup, moi, je parle beaucoup. Alors, ma question, ça va être en termes de. Ça va être sur l'authenticité, puisque c'est. Toi, enfin, voilà, je crois que c'est ton angle, en fait, c'est vraiment ça. C'est peut-être en quoi. Une question intéressante, parce que si je te dis, ouais, l'authenticité, non, mais peut-être. Est-ce que tu penses qu'on peut séduire sans être soi-même? Ouais, ça c'est sûr. Tu peux séduire sans être toi-même. Après, ça dépend sur quelle durée. Je pense que tu prends un expert caméléon, il va devenir ce que l'autre attend et du coup, ça va le séduire. Et je pense que c'est largement possible et qu'un expert caméléon pourra séduire beaucoup plus de filles qu'un expert authentique. C'est-à-dire beaucoup plus de filles différentes. Un expert caméléon, en gros, s'il est vraiment le meilleur des caméléons possibles, il peut séduire tout le monde. Il suffit qu'il devienne ce que l'autre recherche. Alors qu'un expert de l'authenticité, il peut absolument pas séduire tout le monde. Et selon où il est dans les attentes de sa société, il peut séduire plus ou moins de monde. Si je prends mon exemple, je suis un petit peu, par rapport à la société, un petit peu chelou, on va dire. Je m'intéresse au développement personnel, à la psychologie, etc. Du coup, il y a plein de gens dans notre société qui vont me trouver... le mec il est relou, il se prend trop la tête, des choses comme ça. Du coup, la quantité de filles que moi je peux séduire va être bien inférieure à la quantité de filles qu'un expert caméléon peut séduire. Et après, ce qui m'intéresse quand on parle tu parlais avant de cadre, de référence, quel est le cadre qui me convient? Moi ce que je me dis c'est, est-ce que ce que je veux c'est séduire le maximum de filles ou est-ce que ce que je veux c'est séduire moins de filles mais des filles qui me correspondent vraiment, des filles qui me font kiffer? Et surtout, qui est-ce que j'ai envie de devenir? Est-ce que j'ai envie de devenir le caméléon? Parce que forcément, si je passe du temps à ça, je vais devenir ça. Est-ce que j'ai envie de devenir le caméléon? Ou est-ce que j'ai envie de devenir une version au final plus profonde de moi-même? C'est un peu, tu peux t'améliorer en profondeur ou tu peux t'améliorer en largeur comme ça. Et je pense que les deux peuvent arriver à des résultats. Après, ça dépend ce qu'on cherche. Et pour moi... L'authenticité va m'amener sur des choses bien plus profondes, bien plus nourrissantes et va me donner plus de chances d'avoir une fille qui me correspond vraiment. Et surtout, ce qui m'intéresse moi, comme vous l'avez compris avec le début de la vidéo, c'est que je pense vraiment que ça va me rendre plus heureux que de devenir en gros pleinement moi plutôt qu'une multitude de personnes que je ne suis pas et de penser quel masque je dois porter en fonction de quelle situation. Et s'il y a deux personnes différentes, merde, lequel je mets de masque Je trouve que c'est une position pourrie dans laquelle se trouver. Oui. Alors après, est-ce que... c'est-à-dire que l'authenticité... c'est-à-dire que... Moi, c'est un sujet, je trouve, assez complexe, en fait. Parce que... personnellement, hein, parce qu'il y a des moments où quand t'es, enfin pour moi en tout cas, où quand t'es authentique, ça marche mieux. Et ça dépend sur quel plan en fait. Et il y a des moments où effectivement c'est clivant l'authenticité en fait. C'est-à-dire que ça clive. Et quand tu clives un groupe de personnes, il te reste des personnes.
Mais quand tu clives une personne, tu la clives pas. C'est-à-dire que soit elle continue l'interaction, soit elle part en fait. C'est-à-dire que tu peux pas cliver un groupe de personnes comme tu clives une personne. Et du coup, il y a comment dire, il y a pour moi dans mon expérience de la frame de l'authenticité, il y a un dosage en fait. C'est-à-dire que il y a un dosage de l'authenticité, il y a un dosage un peu du game, de ce que j'appellerais le game, c'est-à-dire de la manière d'arranger un peu la réalité pour la rendre plus séduisante, plus agréable, de la packager un peu, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme quand tu prends, je sais pas, t'achètes un iPhone, tu sais, il y a une belle pochette, tu vois, avec un petit film plastique. Et quand t'achètes ton téléphone, t'es content d'avoir ce paquet. Pourtant, tous les jours après, t'as ton iPhone et tout, après tu le jettes. Mais la première fois, en fait, quand tu achètes ton téléphone et qu'il est neuf, t'as envie qu'il soit dans un beau paquet, en fait. T'as pas forcément envie qu'il. On a un peu ce désir, un peu de. Je sais pas comment dire, mais on a envie pour quelque chose de nouveau que les choses soient un peu enrobées, en fait. C'est ça. Mais ça enlève pas, pour moi, ça enlève pas le fait que tu es authentique ou que tu n'es pas authentique. C'est-à-dire que le game, euh, euh, c'est-à-dire c'est l'authenticité, c'est à quel moment tu la mets, à quel moment tu games, tu vois. Et c'est une question de dosage et de rembâche. C'est-à-dire que le mec, il y a les mecs qui vont être complètement fake, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas t'es authentique ou t'es fake ou t'es manipulateur. C'est pour moi il y a toute une échelle comme ça, tu vois, du gars qui est ultra fake, qui dit jamais la vérité, qui est jamais lui-même, c'est même pas son nom, c'est pas son prénom, c'est un personnage et tu vois il n'existe même pas. Ce gars, sa vraie identité tu la connaîtras jamais, tu vois, jusqu'au gars qui est complètement à 100% authentique et qui lui dit tout, tu vois, qui est complètement lui-même et tout. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu vas à fond dans une extrémité, c'est-à-dire que le mec qui est à fond, 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 fond authentique, il peut être finalement, ce qui peut être séduisant, c'est justement sa spontanéité, tu vois. C'est-à-dire que si tu vas à fond sur l'échelle de l'authenticité, la meuf se dit putain, j'aime pas ce gars, mais il est tellement spontané que finalement ça désarme pas mal de résistance. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de filles, elles ont ce qu'elles aiment pas, elles se font beaucoup mitonner les filles, et donc elles ont l'habitude de se faire mitonner. Et donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, elles se méfient toujours de ce que tu leur racontes, parce qu'effectivement, la plupart des gars arrangent un peu les trucs. Et du coup, quand tu es hyper spontané, quand tu vas dans, eh ben, tu te détaches de la moyenne de la plupart des mecs. Du coup, la meuf se dit, mais putain, le gars, il ose être lui-même, ça c'est bizarre. Le gars, et ça rejoint ce que je disais, le gars n'a pas peur de me perdre. C'est-à-dire que pour moi, l'authenticité qui va plus toucher les filles, c'est quand la meuf se dit ce gars, il a pas l'air de me draguer. Tu sais, c'est un peu le neg, tu sais, dans la Mystery Method. Enfin, le neg dans le game, c'est-à-dire d'expliciter que t'es pas intéressé. C'est-à-dire, Mystery, il arrivait vers des meufs, il se mouchait. Et un mec qui serait vraiment intéressé par une fille ne ferait pas ça. Sauf que lui, il le faisait de manière stratégique. Mais ce cas, c'est qu'il y a des gars qui pourraient le faire de manière non stratégique, c'est-à-dire dire à une fille, écoute, c'est-à-dire tu te lâches et tu dis des trucs qu'un mec qui serait vraiment intéressé par une fille ne dirait pas, parce que tu lui parles comme si c'était ta pote, quoi. Et du coup, la meuf, elle se dit, mais putain, les mecs, je suis pas habitué à ce qu'on me parle comme ça, c'est bizarre. Donc ce mec me drague pas, et comme ce mec me drague pas, ça désarme en fait une partie des résistances qui est liée au fait de ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est que quand tu vas vers une personne, la personne a tendance à se mettre sur la défensive en fait. La personne se dit qu'est-ce qu'il me veut, il cherche quelque chose, voilà. Donc si tu arrives en mode super spontané dans l'échelle extrême de l'authenticité, bah du coup effectivement ça peut avoir un effet qui est super positif en termes de séduction. Maintenant, si tu vas dans la zone grise de l'authenticité, c'est-à-dire un peu moins, t'as une authenticité qui peut être négative. Enfin, t'as pour moi certains trucs qui peuvent pas être trop bons. Par exemple, c'est le mec qui raconte
qui parle authentiquement de tous ses problèmes, tu vois. Et Si t'es authentiquement une navette, au bout d'un moment, ça va casser les couilles, quoi. ouais, c'est-à-dire qu'il est authentique, mais il est chiant, tu vois. C'est-à-dire que le truc s'est arrêté c'est- 30 minutes. Bon, c'est pas grave. Bon, le mec est chiant. Et c'est son authenticité, c'est d'être chiant, tu vois. Il est authentiquement chiant. Donc tu dis au gars, sois authentique. Mais en fait, tout dépend de ce que tu vas gratter derrière la personne. C'est-à-dire que si, quand tu grattes, derrière, tu as un trésor, tu dis, mais mec, enlève-moi toute cette couche-là. Montre ce que tu as à l'intérieur, parce que ce que tu as à l'intérieur, c'est super beau, tu vois. Maintenant, si la personne à l'intérieur, c'est pas ouf, tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de problèmes, c'est machin. Bah, il vaut mieux. Moi, je considère qu'il vaut mieux masquer un petit peu, tu vois. Même, ou sinon, toi, tu vas dire, bah, mec, si dans ta vie, t'es pas bien, travaille d'abord sur ta vie pour être quelqu'un de bien, et après, montre-toi tel que tu es. Mais du coup, ça peut pas se faire forcément en un seul temps. C'est-à-dire que le mec qui est authentiquement, qui a beaucoup de problèmes et qui est chiant parce qu'il a des problèmes, il va arriver en date, même une fille, tu vois, tu l'as en date, elle te parle de tous ses problèmes, tu vois, c'est chiant, moi, elle va pas me séduire, tu vois, même si elle est authentique, en fait. Du coup, c'est pour ça que ça dépend de ce que tu vas mettre dans le mot authenticité. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est par exemple les préjugés, tu vois, le problème de l'authenticité. Parce que moi, je suis arrivé là-dessus aussi quand j'étais passé chez Delarue. Je dis, ouais, il faut être sincère et tout. Et c'est vrai, tu vois, va vers la fille, dis-lui que elle te plaît, sois toi-même et tout. Mais par exemple, il y a des choses où les gens ont des préjugés. Les filles ont des préjugés, les gens, on a tous des préjugés, tout ça. Et la personne, tu peux pas. Il y a des tas de filles, des tas de personnes que tu peux pas influencer de but en blanc en étant toi-même. Enfin, moi je l'ai remarqué parce qu'ils te rejettent d'emblée. Ils t'aiment pas d'emblée. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est une bonne ils chose. ils vont. Bah, Quand tu parles de cliver, tu disais, voilà, la personne là, tu la clives. Et pour moi, quand tu disais ce que je trouvais intéressant, tu disais, ça va être séduisant dans le sens où elle sent que tu n'as pas peur de la perdre. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. Oui. Bien sûr que je sais que je peux la perdre, mais si je la perds, je me dis tant mieux. C'est que c'était une personne qui ne me correspondait pas. Tu vois. Et c'est là, je pense, quand tu parlais de cadre référentiel, toi tu te dis, ouais, mais je l'avais quand même. Et moi, je me dis, si tu n'aimes pas ça, je te voudrais pas de toute façon. Et du coup, il y a cette puissance c'est vrai que si je te perds, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que Mystery qui va tenter le neg pour sous-entendre que s'il la perd, il s'en fout, alors qu'en fait, non. Alors en fait, par rapport à ça, il y a encore un truc, c'est que une personne peut te rejeter, pas parce que elle t'aime pas, mais parce qu'elle a pas, elle connaît pas ta valeur en fait. Et elle a des préjugés sur toi. Juste l'heure. Ouais, les préjugés, comme je te dis, c'est les préjugés. Et en fait, moi, dans ma vision des choses, j'ai envie de laisser la possibilité à la personne. Je me dis, elle me rejette par rapport à quelque chose qui est une surface. C'est-à-dire par rapport à des idées fausses qu'elle a sur moi. Donc, en fait, par rapport à sa manière de penser. En fait, sa manière de penser, elle me juge ou elle... Je sais pas, par exemple, sur l'âge, elle se dit, bon, ce mec, s'il a plus de 30 ans, machin, c'est mort, machin. Si je lui dis ça, peut-être qu'il y a des filles, elles vont me dire non. Et toi, tu peux te dire, ok, dans ce cas-là, bah tant pis, casse-toi, connasse. T'aimes pas les mecs de plus de 30 ans, on va te faire foutre. Ou, tu peux te dire, passons cette barrière, en lui disant ce qu'elle a envie d'entendre. Et puis, je vais lui montrer qu'elle va découvrir. En fait, je lui laisse la possibilité de me découvrir indépendamment de ses préjugés. C'est-à-dire que la fille, elle pense qu'effectivement, donc tu lui fais un mensonge pour après qu'elle apprenne à te connaître. Une fois qu'elle apprend à te connaître, c'est là qu'elle va justement te découvrir. Et en te découvrant, elle peut justement connaître ta vraie valeur. C'est-à-dire que si une personne a des préjugés sur toi, en fait, peut-être que ces préjugés sont faux, mais en la manipulant un petit peu, tu peux l'amener à te découvrir et finalement à dire, ah mais non, mais en fait, il est cool. Ah merde, ah ouais, d'accord, en fait, c'était pas ça la vérité au début, d'accord. Ouais, mais en fait, t'amènes la personne à te découvrir. Alors que sinon, la personne, en fait, elle te découvre pas. Elle apprend pas à te découvrir. Et tu peux dire, bah, va te faire foutre. Tu peux dire, va te faire foutre, connard. Tu m'aimes pas d'emblée, t'as des préjugés, bah, garde tes préjugés. Ou tu peux dire, ok. Tu laisses la personne comprendre par elle-même, en fait, que bah, peut-être qu'elle avait tort sur ses préjugés. Mais nous, on a tous, je sais pas, peut-être tu te dis, les nanas de plus de 45 ans, c'est nul.
Et puis peut-être qu'en fait un jour tu rencontres une fille qui a plus de 40 et puis en fait c'est cool. Et, et simplement tu découvres qu'en fait ce que tu pensais, c'était pas la réalité. C'est-à-dire que tu peux... euh, pour moi, dans une démarche de séduction, il faut aussi laisser la possibilité à la personne de découvrir quelque chose qu'elle n'aurait pas pensé possible aussi. C'est-à-dire, par exemple, une fille va dire ouais, moi je veux pas de plan cul, machin. Peut-être parce que tu sais pas ce que c'est que d'avoir un bon coup. Peut-être elle en comprend pas les avantages. Mhm. Tu sais, c'est comme moi j'avais découvert ça dans les processus de vente ou avec les objections clients. C'est quand le mec te dit non, non, moi j'ai pas besoin, tu dis mais si le mec te dit qu'il n'a pas besoin, c'est peut-être parce qu'il n'a pas compris les avantages de ce que tu lui proposes en fait. Tu peux retourner le truc, tu peux dire mais attends, peut-être qu'il l'aime pas parce qu'il sait pas ce que c'est. Peut-être que tu me dis moi j'aime pas le rap. Peut-être que moi une fille elle me dit j'aime pas le rap et peut-être moi j'aime le rap. Je peux me dire bah casse-toi connasse, enfin t'aimes pas le rap, on est, enfin voilà. Ou je peux te dire attends, je vais te faire découvrir des trucs et je vais te montrer en quoi c'est cool en fait. Je vais te montrer, je vais t'initier, tu vois. Et finalement, si tu fais les choses bien, si tu connais bien, en fait, tu peux initier n'importe qui à n'importe quoi. Ouais. Je suis d'accord. Tu avec peux toi, donner la envie. différence, En fait, c'est tu la peux. dépense d'énergie. Parce que je prends l'exemple des haters. Au début, je répondais Ouais. à tout le monde, j'essayais de convaincre tous les haters. Parce que je me suis dit, on peut pas hater mon contenu. Donc dès que j'avais un hater, je me disais, merde, ah non, mais il m'a mal compris. Et du coup, j'essayais de le convaincre, et je constatais que les mecs qui aimaient mon contenu, je leur mettais juste un petit message. Les mecs qui aimaient pas, il y avait 10 messages longs comme ça où j'essayais de leur expliquer. Et je me suis rendu compte que sur 10, il y en a un, il va se dire, ah ouais, putain, t'avais raison, c'est trop génial ce que tu fais. Et les 9 autres, ils vont rester bloqués dans leur truc. Et j'ai constaté que je dépensais beaucoup plus d'énergie pour les haters, pour ceux que je devais convaincre, Ouais. que pour ceux qui Après, me correspondaient mieux. Et quand j'ai arrêté de oui. faire ça, je me suis juste concentré sur ceux qui aimaient bien ce que je faisais. Et c'est comme si je me sentais beaucoup plus fluide. Et bien sûr que les haters, du coup, ils continuent de me détester. Et le 1 sur 10 que je peux convertir, je le convertis pas. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup plus d'énergie pour les gens qui de suite accrochent avec qui je suis. Ouais, non, mais ça, bon, après, ça c'est. Pour moi, les haters, c'est un autre. En fait, moi je pars du principe, il y a les gens qui sont. Il y a les non, il y a les oui, il y a les peut-être. Mhm. Les haters, c'est les gens qui t'aiment pas, pour moi, c'est les non, effectivement. Donc, effectivement, le mieux, c'est de les ignorer, ou voilà, c'est pas forcément de. Les oui, bon, c'est les gens qui t'aiment bien, c'est important de se concentrer sur eux parce qu'on a tendance à se concentrer sur effectivement le négatif naturellement. Mais il y a tous les peut-être en fait. Il y a tous les. Que toi, du côté, c'est d'un cul, moi, je me dis. Voilà, quand je te parle de game, pour moi, le game, il est dans la zone orange en fait. Il n'est pas dans la zone de non, il n'est pas dans la zone de oui. Alors, les oui, il faut savoir effectivement entretenir les relations, créer. Il faut savoir aussi. Enfin voilà, s'occuper des. Il y a des gens, ils voient. Tu sais, moi j'avais des mecs en coaching, comme ils disaient quand la fille voulait, ils voulaient pas. Je dis bah non, faut savoir convertir les gens qui t'aiment bien, faut savoir s'occuper des gens qui t'aiment bien, c'est hyper important, tu vois. Et des gens, ils sont vraiment dans une d'attraction. Elle-même, moi je t'aime plus du coup. C'est un autre problème. Voilà, c'est un autre problème, mais il y a des gens qui ont ce problème-là. Bon, et puis il y a les peut-être. Il y a ceux qui s'intéressent, mais tu vois, et là il y a du game en fait. Et là t'as une zone entre guillemets grise où la personne elle peut passer du non au oui. Et dans le game, dans la séduction, dans la drague, c'est super. Comment dire, à une seconde près, la fille elle peut passer de non à oui, tu vois. Elle peut passer de, je veux dire, on bouge, on va chez moi, elle peut te dire non, ou elle peut dire oui. Et ta soirée, enfin, ça peut complètement changer le cours de ta soirée. Et du coup, c'est hyper important en fait de savoir passer la fille qui hésite de peut-être à oui, en fait, parce que ça change complètement ta vie. C'est-à-dire que si la meuf qui hésite, t'arrives à la faire passer à oui, ça change grave la nature de tes soirées, tu vois. Alors que si les peut-être, elle passe tout en non, ça fait beaucoup de soirées, plus de soirées seules que de soirées accompagnées, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé à me dire comment est-ce que je peux, parce que le problème c'est que là tu parles d'internet et effectivement c'est une audience en fait.
Et quand il y a un groupe de personnes, tu peux cliver une audience. Et c'est pas grave, parce que tu dis, voilà, je vais m'intéresser uniquement aux gens qui me suivent, je vais me concentrer sur les gens qui s'intéressent à moi, etc. Mais toi, quand ça fait déjà une demi-heure que tu parles à une fille, que tu l'as gamée, tu vois, et que la nana, elle hésite, tu vois, t'as déjà investi une demi-heure de ton temps, tu vois, et puis t'as quand même dragué pas mal, t'as passé peut-être une heure de pick-up avant, t'as pris des numéros, et elle, potentiellement, elle peut passer en instant date, ou tu peux la ramener chez toi. Ça fait déjà 1h30 que t'es sur le terrain, et il est déjà 21h30, voire 22h, et tu sais que si tu la passes pas à elle, il va falloir que tu retournes en fait dans la rue pour redraguer, etc. Et tu te dis, bah non, vaut mieux. Je veux pas la cliver, tu vois, tu peux pas lui dire, écoute, ah, tu m'aimes pas, bah tant pis, casse-toi, je m'en fous. Tu vois, tu veux la passer parce que tu as déjà investi du temps. Tu sais, ça fait le même psychologique de persistance et engagement. C'est-à-dire, bah, plus tu as investi de temps ou d'argent, enfin, plus tu as investi dans quelque chose, plus tu te sens engagé. Et il y a vachement ça dans le game, c'est-à-dire que tu vas, à un moment donné, tu vas rentrer dans une interaction et tu vas te sentir engagé. C'est pareil, si tu as déjà passé 3 semaines à essayer de séduire une fille pour conclure, c'est beaucoup plus difficile à lâcher que si tu lui as parlé 30 secondes. Ouais, je pense que ça dépend de ce que tu as fait pendant, en fait. Parce que j'ai l'impression que là, quand tu es dans cet état d'esprit-là, tu es dans l'état d'esprit de mon processus, c'était de la séduire, alors que moi, je me dis, mon processus, c'est de me construire. Et du coup, même si je fais à la fille et je rentre tout seul, oui, je vais me dire, j'ai fait ce qu'il fallait pour devenir la personne que j'ai envie de devenir. Et c'est pour ça que je m'empêterais, en fait, de rentrer moins souvent avec des filles. En même temps, je comprends ton approche de dire, bah, ouais, moi, je veux aller chercher ces peut-être. Et ouais, en fait, ça dépend. Ça dépend. Effectivement, tout dépend. Ça dépend toujours de ton objectif. Si ton objectif c'est de dire voilà, moi je m'en fous, enfin je game et puis bah les filles qui m'aiment bien, enfin voilà, je me prends pas trop la tête sur les résultats. Si la fille m'aime bien, bah ça se fait. Si elle m'aime pas ou si elle aime pas trop comment je suis, bah tant pis. Puis voilà. Soit t'essaies de faire passer tout ce qui peut passer quoi, tu vois. Et moi, à un moment donné, j'étais là-dedans, tu vois, je me dis, mais putain, si elle était passée, putain. Mais parce que le problème, enfin, pour moi, du game, c'est que euh, des fois, enfin, quand tu games beaucoup, il y a des filles, des fois, physiquement, elles te plaisent beaucoup, mais voilà, au niveau de la personnalité, c'est pas ouf. Parce que quand tu games beaucoup, tu cherches pas la femme de ta vie à chaque fois que tu rencontres une fille, en fait. Quand tu sors, tu cherches surtout à t'amuser, à draguer, à que ça soit cool, à passer des bonnes soirées. Et du coup, l'objectif est différent. Et c'est-à-dire que moi, mon objectif pendant longtemps, c'était juste de coucher avec un maximum de filles mais que ça soit marrant, tu vois. Et du coup, vu que les filles, de toute façon, je les voyais la plupart du temps une soirée, j'ai pas besoin que la meuf elle soit hyper amoureuse de moi, qu'on ait la connexion profonde de folie. Parce que de toute façon, pourquoi avoir une connexion profonde de folie pour une fille avec qui tu vas passer une nuit, quoi? C'est pas les qualités que tu recherches. Suivant ce que tu recherches, en fait, tu vas pas gamer de la même manière, tu vois. Le mec qui veut sortir avec une fille tous les soirs, qui veut coucher avec une fille tous les soirs, il va pas, il faut ajuster son game différemment du mec qui veut peut-être travailler sur lui pour trouver une fille qui lui correspond. Si tu cherches une fille qui te correspond, il vaut mieux effectivement faire différemment. Il vaut mieux effectivement peut-être travailler sur soi, etc. pour attirer une personne qui va, quand elle va te rencontrer, bah, elle va tout de suite savoir quitter, justement, qu'il y ait le moins de mensonges possible pour qu'elle te fasse le plus confiance possible par la suite, éviter justement tout ce qui est manipulation parce qu'après elle pourrait te le reprocher, enfin tu vois, ça pourrait jouer sur l'idée qu'elle se fait de toi. Donc il y a l'optique, je cherche une copine, et du coup, comme tu cherches quelque chose pour la durée, bah, le processus que tu fais avant il doit pas être le même que si tu veux coucher avec le maximum de filles possible. Parce que si tu fais ce travail-là, tu vois, si tu te dis, moi, je vais être moi-même et machin et trucs comme ça, c'est effectivement cool ça va cibler ta manière de travailler va cibler la fille idéale, ça va être super pour attirer la bonne personne pour toi, mais ça va être très très nul, entre guillemets, tout respect, pour enchaîner les filles, parce que tu vas justement cliver beaucoup en fait. Tu vas cliver trop et en fait l'outil il est pas pour moi il est trop précis par rapport à ce que tu veux en faire et surtout par rapport à la profondeur. Mais on travaille pas en profondeur, on travaille en surface et ce qu'on veut c'est avoir, tu vois, il y a une différence entre vouloir choper un maximum de nanas en surface et vouloir avoir la fille qui me corresponde
avec qui je vais sortir, Même partir en 5, vacances, mais machin, 5 etc. profondes plutôt que. Voilà. Je suis parfaitement Mais d'accord. voilà, parce que franchement, quand tu veux juste coucher avec une fille, euh, c'est pas grave si elle te connaît pas, en fait. Tu vois, t'as pas besoin qu'elle te connaisse, t'as pas besoin d'être toi-même. T'as juste besoin que elle se dise, je vais passer une bonne soirée avec ce gars. Et ce que tu lui vends, c'est pas toi, c'est l'expérience qu'elle va avoir avec toi. Mm. Tu lui vends pas la même chose. Quand tu sors avec une fille, ce que tu lui vends, c'est entre guillemets, c'est effectivement que tu as une personnalité, que tu es cool et tout, est-ce que la fille se dit je suis avec un mec qui est bien, c'est un mec avec qui j'ai envie d'être longtemps, tu vois. Et c'est ça que tu lui vends et c'est ça qu'elle achète entre guillemets. Mm. Mais quand tu veux coucher avec des filles et beaucoup de filles, il faut avoir conscience de ce que tu vends. Ce que tu le vends, c'est pas ça. Tu ne vends pas ta personne, elle s'en fout, elle va pas. Elle va juste coucher avec toi une fois ou deux. Je veux dire, Tu dans le moment. tu lui vends l'expérience, le moment. Tu lui vends que chez toi c'est cool, que tu as de la bonne musique, tu as un bon vivant, que tu as un vin qui déchire, que tu sais faire des cocktails de la mort, que tu es un mec cool, que tu es fun. C'est pour ça que le coaching, ou le coaching PUA, ou tu vois, même à l'ancienne et tout, tu es plus focalisé sur le moment présent, être fun, créer de la bonne vibe, de l'énergie, etc. Parce que t'es dans cette dynamique d'enchaîner les nanas, de draguer, ce qui est souvent ce qui aide à avoir confiance en soi aussi pour peut-être trouver la bonne par la suite, donc ce qui peut être un bon cheminement aussi pour Ce qui rend capable d'agir beaucoup. ce qui rend capable d'agir beaucoup et voilà, et donc du coup, mais effectivement ce qui est pas y a le mec qui tombe, il y a des gens qui sont restés là-dedans, ça qui restent. Moi je suis juste un player, machin, je suis tout le temps fake. Il y a des gens qui restent là-dedans, tu vois, qui sortent jamais de ça. Effectivement, ça c'est pas. Je dirais que c'est pas bon, tu vois, mais pour moi c'est un outil. Tu vois, d'ailleurs, il faut séparer pour moi ce que tu fais de qui tu es, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas. Pour moi, ce que je fais ne définit pas ce que je suis. C'est pas parce que. Tu vois, c'est pas parce qu'à un moment donné, ta vie, t'enchaînes les nanas, tu t'éclates et tu fais le PUA et que t'es une mauvaise personne, tu vois. Du moment que tu dissocies ce que tu fais de ce que tu es, tu vois. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait ce que tu es, tu vois. Alors, normalement, ce qu'on est, c'est ce qu'on fait régulièrement. Mais je pense que plus tu te dissocies, tu vois, pour moi, c'est un outil, le game. C'est un outil pour faire des trucs. Il faut pas s'attacher trop à un truc, se définir comme ça. Mais parce que sinon, après, t'es coincé. Quand tu dis, moi, je suis le mec authentique, tu vois. Ah, si un jour, t'as envie de plus être authentique, alors comment tu fais, tu vois. Parce que ça, j'en sais rien, tu vois. Il y a un moment donné, tu dis, ça me casse les couilles, j'ai envie de jouer, tu vois. Bah, en fait, si tu te détaches, tu te dis, moi, je me définis pas uniquement par ce que je fais ou pas, mais c'est autre chose qui me définit. Euh, et ça, c'est juste des moyens d'expérimenter des choses ou faire des choses dans ma vie et d'accepter aussi le fait qu'on évolue dans la vie, tu vois, qu'on change ou qu'on peut changer, ou pour avoir une personne différente. Parce que si on se fixe trop dans un truc, après, c'est là on se fait chier, tu vois, c'est pas par rapport au bonheur, tu vois, toi qui parles du bonheur. Ce qui est cool dans la vie pour être heureux, c'est aussi de faire des choses différentes, vivre des expériences différentes. Et on apprend aussi à se découvrir en étant aussi des personnes différentes. Si on se colle une étiquette comme ça, après on est coincé un peu dans un costume, tu vois. Alors moi ce que j'aime bien, alors je dis pas qu'il y a une manière de faire les choses, tu vois. Moi ce que je trouve cool justement c'est qu'il y a plein de gens qui ont des visions différentes et voilà, chacun vit son truc aussi différemment par rapport à son passé, son expérience. Mais moi ce que je trouve cool c'est d'être un peu comédien de la vie, tu vois, justement de pouvoir se libérer un peu des étiquettes qu'on nous colle. Déjà, on nous colle les étiquettes. Déjà, on nous colle les étiquettes à la naissance. On te colle un prénom, un nom, une identité. On te dit, t'es musulman, t'es catholique, tu t'appelles Jean-Pierre, Marie, machin, j'en sais rien, tu vois. Déjà, on te colle des étiquettes. Déjà, à la naissance, on te dit, t'es comme ça. On te dit, toi, t'es plutôt le mec timide. Toi, t'es plutôt le mec cool. Toi, t'es plutôt le beau gosse. On nous colle déjà plein d'étiquettes. En fait, moi, ce que je trouve cool, c'est justement d'enlever les étiquettes et de redéfinir, en fait... de pouvoir se redéfinir parce que en fait notre vie dépend de qui on est aussi. Si tu peux redéfinir ton identité, bah tu peux aussi redéfinir toutes les expériences qu'il y a autour. Moi j'étais pas à la base, j'étais pas PUA, j'étais mec timide, machin, rien à voir avec le game et je trouve ça cool de pouvoir expérimenter autre chose. Parce que moi si j'avais continué dans ma voie, bah je me serais je serais resté le mec sage qui fait ce qu'on lui demande de faire, etc. Et du coup, j'aurais pas pu expérimenter tout ce que j'ai pu faire. Donc, c'est voilà. Bon, je sais pas si c'est. Ouais. Il parle trop de Non, c'est intéressant de continuer les heures, mais après,
va se faire quand même chasser du truc. Donc on peut s'arrêter là, on est un peu sorti du contexte de la vidéo, de la forme et tout, mais je trouvais qu'on partait sur une voie intéressante et donc j'ai un peu lâché la forme de la vidéo. J'espère qu'en tout cas ça vous aura intéressé. Et je vous invite à checker la chaîne de Snipe que je mettrai dans la description. Et puis, si vous voulez, Snipeground. Et je vous invite à checker ça. Et puis, on se retrouvera peut-être pour une autre vidéo sur ma chaîne, peut-être sur une sur la tienne. En tout cas, plus dans cet appart qu'on va devoir. Qu'on va quitter. Bon, on va refaire on en fera une deuxième. Mais c'était cool. Bon, moi, c'était cool. Hein. Et ben, je vous dis peut-être à bientôt, les amis. Voilà. Allez, ciao. Salut.